Bonjour Guilhem. Bonjour Fabrice. Alors, tu es manager chez Iris by Argan & Co. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Iris? Oui, tout à fait. Alors, Iris, on est, comme tu viens de le dire, on fait partie du cabinet de conseil Argan & Co, qui est un cabinet leader dans la transformation et la stratégie des opérations. Et Iris, plus particulièrement, en fait, on est une équipe qui vise à appliquer la data science sur le domaine des opérations. Donc, ce que ça veut D'accord. dire, c'est qu'on développe des solutions data dans les domaines de la supply chain, du manufacturing, du merchandising, de la finance, etc. Donc, tous les domaines des opérations. D'accord. Euh, Argan & Co, de manière générale, c'est un cabinet qui a aujourd'hui 350 consultants répartis sur environ 10 bureaux dans tous les continents, sur tous les continents. Et Iris, notre équipe d'experts data, on est une trentaine de personnes qui ont donc une double casquette. C'est à la fois des experts du domaine de la data, donc des expertises assez poussées sur l'intelligence artificielle, sur le machine learning, mais aussi sur l'IoT, et qui ont aussi cette double casquette d'expertise opération, qui connaissent ces domaines supply chain, manufacturing, etc., et qui savent aussi conduire le changement dans les organisations. Donc des compétences métiers et des compétences technologiques. Tout à fait. Et du coup, ça nous permet en fait d'accompagner nos clients depuis les phases d'idéation des différents cas d'usage de la data appliquée au domaine des opérations jusqu'au développement et à l'implémentation et la transformation des process qui sont associés à ces nouvelles technologies. Okay. Et donc, plus particulièrement, Iris, en fait, on accompagne nos clients sur trois grands piliers, sur trois grandes offres qu'on voit ici. Sur le domaine data stratégie et gouvernance, on va accompagner nos clients dans leur voyage autour de la transformation digitale. Également un pilier autour de data for operations, c'est-à-dire vraiment l'application des nouvelles technologies sur ces domaines métiers. Et donc c'est là qu'on retrouve nos compétences autour du fait de construire, déployer, industrialiser tout un panel de solutions qui vont de solutions de reporting BI à des solutions d'algorithmes prédictifs de machine learning, voire même à des outils développés spécifiquement pour certaines applications business. Ok. Et enfin, troisième pilier d'offre, les data platforms, où nous aidons nos clients à designer et implémenter ces nouvelles technologies appliquées au cas d'usage des opérations. Et alors, c'est quoi une data platform alors? Bah, justement, en fait, une data platform, c'est une architecture technique, en fait, qui a pour objectif de traiter la donnée. Donc, l'objectif, c'est stocker, traiter, exploiter le flux de toutes les données de l'entreprise de façon à pouvoir, après, servir une série de cas d'usage qui peuvent être dans les grandes thématiques du reporting, de la business intelligence, l'implémentation de modèles de machine learning prédictifs, ou encore simplement le transfert et le partage de données à l'intérieur de l'entreprise. Donc en fait, il faut le voir comme un moyen technique au service d'objectifs business. Et donc le fait de traiter la donnée par ce moyen technique doit permettre à une entreprise de prendre les meilleures décisions possibles, le plus rapidement possible. Et donc pour employer un anglicisme, c'est de rendre l'entreprise davantage data-driven en fait. D'accord. Mais en quoi c'est un peu, enfin, en quoi ça diffère d'un data warehouse? Ça ressemble à quoi en fait en termes d'architecture ou de composants? Bah, alors on va regarder ça ensemble sur ce schéma justement. En partant du bas vers le haut, une data platform, ça vise avant tout à centraliser de la donnée, vraiment en quelques mots. Donc en fait, on va partir des systèmes sources qui sont les détenteurs, les créateurs de la donnée de l'entreprise au départ, et viser à converger vers cette structure qui va permettre de centraliser cette donnée pour ensuite aller connecter par-dessus des cas d'usage. Donc les systèmes sources, on parle de quoi? En fait, on parle de tout ce qui est l'actif de l'entreprise en termes de système transactionnel. Par exemple, l'ERP ou un WMS, un Warehouse Management System, un Transportation Management System, etc. Donc, tous les systèmes of records d'une entreprise. Également, éventuellement, des bases de données legacy qui existeraient, un cube financier, par exemple, qui préexisterait la mise en place d'une telle plateforme. Et on peut imaginer se connecter à d'autres types de données, des services web, des applications qui sont développées directement en SaaS sur le web,
ou tout type de fichier de l'entreprise. On ne parle pas uniquement forcément de données structurées en table, mais on peut parler d'images, on peut parler d'audio, on peut parler de vidéos, etc. Les apps, enfin, tout ce qui peut générer de la donnée à un moment donné. Générer C'est ou ça. stocker. D'accord. Et OK. non seulement dans le périmètre de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Donc aller sourcer de la donnée open source ou aller interroger une API d'un site web qui expose une partie de données et qui peut être utile pour le contexte métier de l'entreprise. OK, c'est clair. Ah, donc C'est clair pour les sources, en tout voilà, cas. l'idée c'est d'avoir des connecteurs vers ces types de sources en fait. Et ensuite, on va en faire quoi? Une fois qu'on s'y est connecté, l'idée c'est de structurer le chemin de la donnée dans cette plateforme. Et donc là, on va être dans des architectures, dans des solutions de type data lake ou data warehouse. La distinction entre les deux, en fait, se fera selon la donnée. Est-ce qu'elle est plus ou moins structurée? Une donnée très peu structurée, plutôt dans un data lake, très structurée dans un data warehouse. Et sur les étapes de traitement de la donnée où on en est. Au départ, on va vraiment lancer la donnée brute de fonderie dans cette landing zone, où on va la prendre telle qu'elle existe dans le système source. Puis après, on va appliquer des pré-transformations dessus pour qu'elle puisse être stockée dans une qualité exploitable, prête à être interrogée ou requêtée, en fait. Et enfin, on va ensuite faire des transformations dans une zone plus analytique, où là, on rentre vraiment dans de la donnée structurée, où on fait, depuis les données sources, des requêtes pour construire des objets qui ont du sens. Exemple, aller joindre une table de vente qui viendrait d'un ERP avec, par exemple, des données qui viendraient d'une application web de point of sale. Donc voilà, c'est ici qu'on va faire la jointure entre ces tables et préparer toutes les colonnes qu'il nous faut ensuite pour nos cas d'usage. Et D'accord. enfin, Ouais. vas-y Fabrice, je t'écoute. Non, je t'en prie. Et Donc enfin? enfin, une fois qu'en fait on a préparé ces données-là, on est vraiment dans le cœur là, de la plateforme, ça nous permet ensuite de servir toute une panoplie de cas d'usage. Et donc, quand on parle cas d'usage, quand on parle concrètement, évidemment, la data visualization, la business intelligence, c'est un usage très, très clair de ce qu'on peut faire de ces données analytiques. Il y a aussi simplement le partage de données. Une donnée qui a été requêtée, transformée, peut être ensuite envoyée à différentes personnes pour extraire la donnée, voire même d'autres applicatifs, donc servir de pont vers une autre solution derrière. On peut envisager aussi l'automatisation de process derrière. Donc, des solutions comme de la RPA peuvent aller piocher dans ces données pré-préparées pour aller agir dans des systèmes sources à la place d'un humain. On peut imaginer aussi développer des outils de simulation ou d'optimisation qui vont, à partir de ces données préparées, réaliser des prévisions, des simulations, et ensuite agir directement dans les systèmes sources. Okay. Je reviens sur le data lake. Le data lake, c'est un peu une manière d'aller stocker de la donnée non transformée en attendant finalement que des cas d'usage aient vu le jour et donc que les données structurées puissent être spécifiées plus avant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans des data lakes sans forcément avoir pensé toute cette architecture. Oui, tout à fait. En fait, avoir les données qui sont stockées pour ne rien en faire, c'est évidemment pas très utile. Et en fait, l'idée, c'est stocker, oui, c'est bien, mais toute la partie de la zone analytique qu'on voit se dégager ici sur la slide, la zone analytique ici, est vraiment dédiée à on fait quelque chose de la donnée pour un cas d'usage déterminé. Donc, on va préparer une table, par exemple, spécifiquement pour un reporting donné à partir des données qui ont été stockées. Voilà. Okay. Donc, c'est très drivé par les cas d'usage eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait que finalement autant d'entreprises se dirigent vers la mise en place de ces, alors on peut appeler ça des supply chain data platform, operation data platform. Qu'est-ce que ça change finalement par rapport avant l'arrivée de ces technos ou de cette philosophie d'architecture? En fait, on pourrait se dire que le recours à cette idée d'un data warehouse ou un puits de données centralisé pour l'entreprise, c'est pas vraiment une nouveauté en soi. Cette idée de centraliser les données d'une entreprise. En revanche, l'approche qu'on voit ici, elle est rendue novatrice et moderne par tout un tas d'enablers technologiques qui ont permis à la fois de traiter un beaucoup plus grand volume de données. Donc, on est facilement maintenant de l'ordre du giga ou du téra de données traitées par requête, là où avant on n'était pas forcément dans des volumétries pareilles. Oui.
Par requête, oui. Oui. Milliards d'octets par requête, effectivement. Donc, cette capacité finalement de traiter la donnée à la maille la plus fine au départ, voilà, de ne plus travailler sur des agrégats, mais sur la donnée brute telle qu'elle, et donc de gagner en granularité dans l'analyse derrière. Donc ça, c'est un premier enabler. Deuxième enabler, c'est l'arrivée d'outils low-code qui ont permis, en fait, aux métiers, aux citizen développeurs, on peut les appeler comme ça, de gérer eux-mêmes la partie data visualization, business intelligence, la création de reporting, et qui a donc accélère ce développement de cas d'usage. Et également, depuis quelques années, tous les outils et la tendance de fond sur le fait de développer des algorithmes prédictifs, intelligence artificielle, machine learning, et de les implémenter en production, ce qui avant était plus compliqué qu'aujourd'hui, où il y a tout un tas d'outils qui gèrent tout ce pipeline de déploiement de ces algorithmes. Donc en fait, cet assemblage de nouvelles briques technologiques a fait que d'un concept qui peut être ancien de centralisation de données, on se retrouve avec un stack technologique moderne qui permet une implémentation bout en bout et facile de ces technologies. Et progressif, du coup, parce que j'imagine que la plateforme, même si elle n'a pas, je veux dire, elle peut se construire progressivement et alimenter des cas d'usage de manière progressive au fur et à mesure où les données sont, les données sont enrichies et sont stockées dans cette plateforme. Oui, tout à fait. Donc l'idée vraiment, c'est d'être progressif sur la mise en place et l'implémentation de cette plateforme. On ne part pas au jour 1 avec toute l'architecture construite et 40 cas d'usage connectés dessus, évidemment. Donc il va y avoir quelque part, en fait, la nécessité d'une phase d'idéation dans l'entreprise en fait, quels sont mes cas d'usage, quels sont ceux qui sont prioritaires et les plus porteurs d'enjeux et de ROI, finalement, pour le business, et le besoin de prioriser ces cas d'usage et de retranscrire les spécifications qui sont portées par ces cas d'usage dans l'approche architecturale qu'on va prendre. En fait, pour être plus clair, définir si on veut partir d'abord sur des problématiques de BI ou en priorité sur des problématiques de ML va forcément conditionner quelle va être, par exemple, la fréquence d'actualisation des données sources qu'on va devoir avoir, et le choix des quelques briques technologiques qu'on va mettre ensemble pour avoir ce flux de données de bout en bout. Tu peux m'illustrer, je t'entends parler de cas d'usage, tu peux m'illustrer quelques cas d'usage dans le domaine des opérations, par exemple, Oui, bien sûr. Les plateformes peuvent être utilisées? Bien sûr, ouais, dans le domaine des opérations. Donc, on peut imaginer, par exemple, rendre un processus SNOP, Sales and Operation Planning, beaucoup plus fréquent. Donc, au lieu de travailler sur une maille mensuelle qui demande un certain nombre d'inputs humains sur la préparation de reporting, la production d'analyse, de le rendre beaucoup plus automatisé pour le faire à fréquence bimensuelle, voire hebdomadaire. Et donc, ainsi, faire gagner la supply chain en réactivité par ce biais-là. En étant en capacité, en fait, la plateforme, ce qu'elle va apporter dans ce cas-là, c'est toute cette automatisation sur le refresh des données et sur le fait que les reporting support du processus SNOP seront mis à jour en quelques clics sans avoir d'intervention humaine forte. Effectivement, même si l'entreprise remet à jour ses prévisions tous les mois, les stocks, eux, et les ventes, elles ont bougé tous les jours, toutes les semaines, et du coup, ça permet d'avoir une vision effectivement plus fréquente. Ok, je comprends. Ouais, tout à fait. Et d'autres exemples? Oui, d'autres exemples, bah, évidemment, on doit parler du contexte sanitaire actuel. En fait, ce qu'a montré la crise qu'on a tous traversée et que certaines entreprises continuent de traverser d'un point de vue supply chain, c'est ce besoin d'être capable de développer des nouveaux reports ou des nouveaux outils en quelques jours ou quelques semaines pour supporter des situations exceptionnelles. Et finalement, l'exceptionnel est devenu de plus en plus fréquent. Et donc, par exemple, savoir reprioriser tout un carnet de commandes clients parce qu'on a eu une rupture d'approvisionnement liée justement à la fermeture d'un fournisseur en Chine, et bien c'est quelque chose qu'on doit savoir mettre en place en quelques jours ou quelques semaines pour être suffisamment réactif. Et là où les outils actuels qu'on voit en bas de la slide ne répondent pas du tout à ce genre de besoin aujourd'hui. Ouais. Ok. Et dernier exemple, si tu me le laisses, toujours dans ce domaine reporting croisé, on se rend compte aussi que dans les entreprises, la partie legacy systems est souvent très silotée. Il y a tout un panorama applicatif de systèmes qui gèrent les commandes clients comme un ERP, qui gèrent les stocks comme un WMS, etc. Et qui sont souvent éclatés géographiquement. Donc, différents pays peuvent avoir différents systèmes.
Et donc l'intérêt de la plateforme va être aussi de savoir réconcilier la donnée de ces différents systèmes. Donc, par exemple, de pouvoir centraliser les ventes de tous les pays depuis chaque système source dans une seule table qui va parler des ventes de l'entreprise. Ouais, je comprends. Ok. Et tout ça, finalement, parce que j'imagine que c'est pas, même si tu dis quelques jours, quelques semaines, au bout d'un an, ça ne doit pas être totalement gratuit. C'est quoi les gains pour une entreprise qui se lance dans cette aventure technologique? Chaque cas d'usage, finalement, il est porteur de son propre business case. Donc, Mhm. voilà, un cas d'usage sur la réduction qui vise à réduire les stocks sera porteur du ROI porté par la réduction de stocks. Si le cas d'usage vise à augmenter la top line, par exemple avec des algorithmes prédictifs qui vont pousser des recommandations auprès de clients, alors notre ROI sera porté par une augmentation de chiffre d'affaires, etc. Donc chaque cas d'usage a son propre ROI. Mais l'approche data platform, finalement, va permettre des vraies économies d'échelle sur le Oui, ROI c'est ce des que cas j'allais d'usage. dire. Tu dois avoir un coût fixe d'installation, puis plus les cas d'usage arrivent, plus le coût variable baisse et plus les gains viennent complètement effacer le coût fixe initial, en fait. Ah, c'est ça, en Donc, en fait, on fait, vient. on crée pas une data platform pour un cas d'usage, j'imagine. On la C'est crée ça. quand on a une vraie volonté de mettre en place les différents types de traitements qu'il y avait sur le haut enfin, qu'il y a sur le haut du slide que tu montres, en fait. Tout à fait. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est que on va partager des coûts d'administration, de maintien en conditions opérationnelles de tous ces flux de données, et donc partager les coûts, en fait, les coûts fixes d'un cas d'usage à l'autre. Euh, et derrière, et comme tu viens de le dire, on ne met pas en place forcément ce genre de plateforme de bout en bout pour un cas d'usage. Pour autant, parfois, on se rend compte chez nos clients que on arrive à trouver un cas d'usage suffisamment fort pour commencer à mettre en place certaines briques autour de ce cas d'usage. Je prends un Mhm. exemple très concret que nous, on a souvent, la réalisation de prévisions de vente, où on a l'habitude de proposer des algorithmes machine learning qui vont faire une prévision avec une fiabilité meilleure que des méthodes statistiques traditionnelles. En fait, cette brique de algorithme de machine learning, la mettre en place et l'industrialiser pour une entreprise, ça oblige, d'une certaine manière, à construire une certaine progression qu'on voit sur cette slide. On doit Mhm. se connecter à des sources de données, on doit la traiter, la stocker, on doit la transformer et ensuite on doit gérer l'algorithme, son entraînement, son déploiement. Et donc, sur ce cas particulier, si le ROI porté est très important, on a déjà mis en place certaines briques technologiques qu'on pourra réutiliser pour d'autres cas d'usage. Exemple, toujours dans mes prévisions de vente. Maintenant que j'ai les ventes, les prévisions de vente et les stocks pour mon algorithme ML, je peux profiter de cette architecture pour brancher un report qui va me permettre de faire de la BI sur les ventes mondiales, par exemple. C'est quelque chose qui se prête facilement à la méthodologie agile, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, en général, on travaille sur la mise en place de ces cas d'usage de cette plateforme elle-même de façon incrémentale, en travaillant en Mhm. sprint pour du coup gérer vraiment un historique et un backlog de fonctionnalités sur chaque produit en fait. Cas d'usage, produit, on parle de la même chose. Gérer un backlog dessus, prioriser les évolutions nécessaires et ainsi faire grandir la valeur ajoutée de cette plateforme dans l'organisation de l'entreprise, puisque chaque cas d'usage vient incrémentalement augmenter ce ROI. D'accord. Et pour délivrer ce genre de projet, c'est des équipes qui sont que techniques? Alors pas du tout, mais si en effet on veut parler de l'organisation qu'on peut mettre autour de ces data platforms, en fait, un des facteurs clés de succès de la démarche va être de pouvoir faire travailler ensemble les équipes métiers d'un côté qui vont porter le cas d'usage en fait et Mhm. le gain business qu'on cherche à avoir à la fin, avec des équipes data qui vont être des spécialistes de ces architectures, du flux de données, de cette préparation, et avec l'IT également, qui, eux, connaissent leur système source, connaissent leurs données, et également peuvent intégrer cette plateforme dans l'infrastructure IT de l'entreprise. Donc, on a vraiment trois têtes qui doivent travailler ensemble. Et une manière d'implémenter ce fonctionnement est représentée sur cette slide ici, où on a en fait l'équipe data au centre, ici, qui peut être découpée par domaine métier.
Donc en fait, l'idée, c'est de construire ce qu'on peut appeler des feature teams qui vont chacune adresser un domaine métier des opérations en particulier. Donc exemple, finance, marketing, supply chain. Chaque feature team, c'est des équipes data composées d'un project manager, de un ou plusieurs product owners qui vont être donc responsables de cette vision produit, de ce backlog par cas d'usage. Et ensuite, des data engineers, des data analysts et des data scientists qui chacun vont apporter du coup leur pierre à l'édifice pour construire et déployer les cas d'usage. Évidemment, voilà, les rôles entre data engineer, analyst et scientist sont à adapter selon la typologie des cas d'usage qu'on traite. Oui, et puis j'imagine que peut-être des gens peuvent assumer les deux fonctions en fonction de la taille globale de l'équipe qui gère tout ça, parce que j'imagine que la vision par... comment finalement on évite que ça devienne un énorme bazar où avec plein de données sources, finalement plein de doublons qui se créent dans les données. Enfin, il y a quand même des gens qui sont payés entre guillemets pour avoir une approche un peu rationnelle de ce stockage de données. Oui, tout à fait. Donc, l'organisation par domaine métier, en fait, doit être adaptée quand même au fonctionnement de l'entreprise et doit viser quand même à construire des objets qui ont du sens et qui font qu'on ne se marche pas sur les pieds d'un domaine à l'autre. Donc, voilà, de marketing à supply chain, en général, on parle d'objets qui sont souvent disjoints avec quelques commonalités. Par exemple, on va partager la master data produit entre ces équipes-là. Et donc, il est important aussi d'avoir des personnes de l'équipe data en transverse de ces feature teams-là qui vont pouvoir apporter cette expertise et ce droit de regard pour s'assurer que tout le monde fonctionne dans le même moule technique et dans le même moule métier. Donc, par exemple, on va avoir potentiellement un expert sur la plateforme elle-même, sur le cloud qui supporte cette plateforme, un expert dans le domaine data vis et reporting qui justement pourrait être garant du fait que la master data produit, il y en a une pour tout le monde. Des experts autour de la machine learning et IA sur les algorithmes, sur les pipelines de déploiement de ce genre de technologie, et également des experts data governance qui doivent édicter des règles communes pour toute la feature team, pour toutes les feature teams, et pour l'usage général de la donnée au sein de l'entreprise. Ouais, d'accord. C'est marrant comme organisation, c'est un petit peu matriciel. Et alors, du coup, tu m'as l'air de parler de savoir de quoi tu parles. Le rôle d'Iris Bayargo & Co dans ces projets et chez les clients, c'est quoi? En fait, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, on est capable de mobiliser une série de profils pour supporter nos clients. Donc, je citais tout à l'heure le product manager, le product owner, les data analysts, data engineers, data scientists. On a tous ces profils au sein d'Iris pour supporter le déploiement et l'accélération de ce genre de projet. Et alors, c'est vrai que certains de nos clients ou certaines entreprises ont déjà fait un premier pas dans cette démarche de data platform moderne, potentiellement en ayant déjà choisi, par exemple, un cloud provider entre Google, Microsoft, Amazon. Nous, dans nos équipes, on reste agnostique du cloud provider. On a des personnes qui savent travailler sur chacune des technologies. Et donc, notre rôle sur ce genre de projet sera multiple, en fait. On va aider à gérer le backlog, la priorisation des cas d'usage, des produits. On va développer, donc créer des reports, créer des algorithmes, les maintenir, les faire évoluer. On peut également contribuer à définir les bonnes pratiques de gestion de la donnée à chaque étage, du stockage à l'utilisation, en passant par les problématiques de data governance. Et également, on supporte nos clients dans les problématiques de qualité de la donnée, maîtrise de la qualité de la donnée et de gouvernance de la donnée également. D'accord. Donc, on peut conseiller nos clients sur la manière de s'organiser, sur la manière de faire, on peut faire avec eux, on peut accélérer leur delivery. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc, et si par contre, on est dans le cas où on part de plus loin, donc vraiment page blanche, rien n'a été défini encore, et bien dans ce cas-là, on commencera notre accompagnement par le fait d'identifier et prioriser les cas d'usage pour le contexte de l'entreprise, et ensuite aider à choisir justement les briques technologiques prioritaires pour outiller ces cas d'usage. Voilà. Et donc, ce qui naturellement suivra ça, c'est la mise en place d'une première plateforme, une sorte de MVP, Minimum Viable Platform, pour mettre en place un premier flux de données bout en bout et commencer à connecter des cas d'usage et donc créer de la valeur et du ROI pour l'entreprise. Ok.
Alors, des sociétés de services en data, il y en a pas mal. Hein. Si je prends bien, il y a des stratèges qui en ont créé, il y a des sociétés qui sont créées en commençant par la techno. C'est quoi les spécificités d'Iris by Argan & Co, en fait? En quoi vous êtes ou nous sommes différents des autres? Qui est une question qu'on doit régulièrement nous poser. En fait, le résumé en une phrase reviendra à dire que ce qui fait notre spécificité, c'est notre inclusion dans la structure de conseil Argan & Co. En fait, pourquoi? Parce que ça se traduit très concrètement par le fait que nous avons des équipes qui sont à la fois des experts data et des experts des métiers des opérations. Et donc, très concrètement, ça se traduit par le fait que nos data scientists, data analysts sont formés au métier des opérations, connaissent les datas qui supportent ces métiers. Donc, quand on leur montre une table issue d'un WMS de stock ou une table de vente issue d'un ERP, on connaît bien les objets qui sont derrière. Et au-delà des data scientists, data analysts qui font partie de l'équipe Iris, nous avons du coup cette capacité à aller mobiliser des experts pointus d'Argan & Co sur des sujets métiers. Donc, des experts du demand planning, des experts de la maîtrise des SG&A, des experts de la relation fournisseur dans les achats, selon vraiment les problématiques du client. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que ça nous permet d'augmenter la pertinence et le pragmatisme de tous les cas d'usage que nous mettons en place, et donc le ROI business derrière. Ok, super. Et vous avez un site web, j'imagine? Oui, bien sûr. Si vous voulez du coup en savoir plus sur toutes ces offres et nous contacter, vous pouvez visiter le site web irisbyarganco.com. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Guilhem. C'est très clair. Et puis, à bientôt. Merci Fabrice. À très bientôt.